phase très tardive de la procédure. Cela dit, la Chambre va prendre ce point en compte au vu des intérêts protégés par les dispositions concernant les conflits d'intérêts des conseils, en s'attardant plus particulièrement sur le besoin de protéger et de préserver l'intégrité de la procédure. Personne ne conteste le fait qu'avant d'être nommé comme l'un des représentants légaux communs des victimes des autres crimes, Maître Christine Priso-Wambalo, premièrement, avait représenté 2 témoins lors des interviews avec le procureur et deuxièmement, avait aidé M. Yekatom lors de son transfèrement à la Cour depuis la République centrafricaine. La Chambre considère donc qu'elle peut et doit trancher en l'espèce. La Chambre a entendu les arguments présentés par Maître Priso-Wambalo au début de cette audience. Elle nous a dit qu'elle n'avait agi qu'en tant que conseil de réserve ou de permanence, soit pour M. Yekatom ou pour les témoins en question. Néanmoins, la nature même du rôle de conseil ne permet pas à la Chambre de déterminer exactement quelle était la portée et la teneur de l'aide donnée. De ce fait, la Chambre conclut que l'implication de Maître Christine Priso-Wambalo avant sa nomination en tant que représentant légal commun des victimes des autres crimes, implication qui est donc détaillée dans la notification, est en effet un conflit d'intérêts au sens et au but de l'article 12.1a du Code de déontologie des conseils. De plus, la Chambre note que M. Yekatom, en présentant cette notification, a été très clair. Il considère qu'il pourrait exister un conflit d'intérêts et qu'il ne donne pas son consentement donc à ce que Maître Christine Priso-Wambalo continue à plaider en tant que l'une des représentantes légales communes des victimes des autres crimes. Pour ces raisons, la Chambre décide que sa décision préalable d'exclure temporairement Maître Christine Priso-Wambalo du procès de l'audience en cours est confirmée et va devenir permanente. De plus, la Chambre considère qu'il n'existe pas de raison de maintenir la confidentialité des écritures 358 et 359 ou du passage de cette audience d'aujourd'hui qui a eu lieu en audience à huis clos partiel, page 2, ligne 6 à page 6, ligne 25. La Chambre ordonne donc que tout ceci redevienne public. Ceci met un terme à la décision orale de la Chambre. Merci. À présent, nous revenons à nos moutons. Monsieur le procureur, Monsieur Van de Pouye, vous avez la parole, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le Président.
Juste pour le procès-verbal de l'audience, je voudrais annoncer que Maître Joseph Akem Mevungu, qui est conseil sur le terrain pour les anciens enfants soldats, vient de nous rejoindre dans la salle d'audience. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître, pour cette information très utile. Monsieur le procureur. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avant de commencer, j'aimerais clarifier une petite chose en ce qui concerne votre décision sur l'écriture 358. Il me semble que c'était la demande de la défense pour ce qui est de la récusation de Maître Mambalo. On avait quelques préoccupations concernant le fait de rendre cette écriture publique, mais ce n'était peut-être pas le meilleur moment d'en parler. Peut-être pourrions-nous retarder la mise en œuvre de la décision de la Chambre jusqu'à ce que l'on puisse donner aux juristes les explications concernant la publication, l'état public de cette écriture. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'exploration. Oui, monsieur le procureur. Alors, la Chambre accepte votre proposition, mais il serait bien de nous expliquer tout ça en ayant 30 minutes parce que nous avons des problèmes de radiodiffusion de toute cette audience. Thank you, Mr. President. We will provide the Chamber's staff. Merci, oui. Nous allons envoyer un email aux juristes de la Chambre pour leur expliquer un petit peu ce qu'il en est. Thank you, Mr. President. Merci, dit Monsieur Van de Pouille. We are ready to get started, Mr. President. Bien, nous allons donc commencer. On va vérifier que la technique est avec nous, We have a few slides parce qu'on a quelques diapos à vous montrer in connection with the presentation. et qui sont bien sûr associés à notre présentation. Open session. L'essentiel pourra se faire en audience publique. Il y a peut-être une ou deux diapos qui ne convient pas de diffuser à l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Vous le direz à la greffière d'audience, elle fera attention. Counsel, you have the floor. Evidence channel. Vous avez la main, Monsieur Van de Pouille. Ce sera sur Evidence 2. C'est vous qui avez la main. Very well. We're ready to start. Nous pouvons commencer. Mr. President, Monsieur le Président, Your Honors, Madame, Monsieur le juge, submitted establishes les éléments de preuve Sona, Mr. Yekata, présentés établissent les motifs substantiels de croire que M. Ngaïsona et M. Yekatom sont responsables des crimes pour lesquels qui leur sont reprochés dans le DCC de l'accusation. Ils devraient donc être jugés pour cela. Patrice Edouard Ngaïsona, avec d'autres membres du premier cercle de l'ancien président François Bozizé et d'autres, ont participé à un plan commun stratégique au but de reprendre le pouvoir en République centrafricaine en utilisant des groupes d'autodéfense dont le but était de se venger des musulmans pour les crimes commis par les Séléka, dans le but final de battre le régime des Séléka qui avait pris le pouvoir. Comme ses co-auteurs, ils savaient qu'en galvanisant, en organisant et en dirigeant et en coordonnant ces groupes et en exploitant leur soif de vengeance dans ce but, le seul résultat possible serait un ciblage extrêmement violent de les civils musulmans dans l'ouest de la République centrafricaine et la commission des crimes reprochés. Les éléments de preuve vont démontrer que les contributions de Ngaïsona à ce plan étaient essentielles. Va montrer qu'il a assisté à la commission des crimes et qu'il a joué un rôle critique pour organiser et coordonner le mouvement anti-Balaka, en planifiant les attaques, en obtenant de l'argent, des armes, et en donnant de l'argent, des armes et des munitions, et en
approuvant la violence épouvantable qui avait été déchaînée par les anti-Balaka sur les musulmans civils en RCA occidentale. Al-Frey Yekatom, quant à lui, était un militaire, un officier bien formé. Et il a dirigé des milliers d'éléments dans le but de commettre des attaques importantes aux alentours de Bangui, dans Bangui, Bimbo et autres régions sud-ouest du clan. Et donc, il a participé à un plan commun subsidiaire appelé le plan commun opérationnel, dont le but était de viser violemment les populations musulmanes civiles dans la région. Les crimes commis par Yekatom et ses éléments font partie de ce plan subsidiaire et peuvent être imputés aux membres du plan commun stratégique. Yekatom a participé à son plan opérationnel avec les membres commandant son groupe et il a contribué de façon essentielle à tout cela. Son rôle était essentiel. Il a ordonné des crimes et il a aidé à la commission de ces crimes par le truchement de son groupe. Il a planifié des attaques, il a obtenu des armes et des munitions, il a recruté, formé et déployé ses éléments, ses troupes. Il a pris directement part aux hostilités en commandant ses forces sur le terrain et personnellement, il a commis des crimes. En tant que commandant militaire disposant d'un commandement et d'un contrôle effectif sur ces éléments, Yekatom savait très bien qu'ils allaient commettre ou qu'ils étaient en train de commettre des crimes. Et il n'a rien fait pour empêcher ces crimes, pour les réprimer ou pour sanctionner leurs auteurs. Aujourd'hui et demain, l'accusation va vous présenter les choses suivantes. Tout d'abord, je vais vous donner le contexte dans lequel ces crimes qui sont reprochés ont eu lieu. Je vais décrire les origines des anti-Balaka et le sentiment profondément enraciné de victimisation qui a dynamisé le mouvement et ses éléments. Je vais vous décrire comment ce sentiment de trahison totale dans le contexte de crimes commis par les Séléka a alimenté le sentiment anti-musulman et la soif de vengeance contre tout musulman. Et je vais décrire comment cette colère, qui est compréhensible contre les Séléka, s'est transformée en une politique de destruction et de tragédie pour la population civile musulmane en RCA occidentale. Je vais vous présenter certains des éléments de preuve dont nous disposons en ce qui concerne les éléments contextuels des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Je vais vous expliquer aussi comment ces crimes reprochés aux accusés ont été commis dans le cadre d'un conflit armé prolongé et non international. Ensuite, je vous présenterai l'attaque contre la population civile musulmane, sa nature généralisée et systématique et la politique organisationnelle des anti-Balaka. Et finalement, je vous décrirai les deux plans communs dont j'ai parlé, le plan commun stratégique et le plan commun opérationnel. Mais mes collègues vous donneront plus de détails sur ces deux plans. Madame Stuyven vous présentera les éléments de preuve dont nous disposons sur les modes de responsabilité, sur la responsabilité pénale de Gaïsona pour les crimes qui lui sont reprochés. Monsieur Iverson vous présentera les éléments de preuve sur les modes de responsabilité et la responsabilité pénale de Monsieur Yekatom en ce qui concerne les crimes qui lui sont reprochés. Ensuite, Monsieur Ledy vous présentera les éléments de preuve sur les crimes reprochés concernant les incidents de Bangui, Boeing et de la base de l'école Yamwara, chef 1 à 17. Madame Bernikova vous présentera les éléments de crime, les éléments de preuve sur les crimes qui sont reprochés concernant donc l'incident à la base Boirabé, l'incident qui a eu lieu sur l'axe PK9 Mbaiki dans la préfecture de Lobaï et l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation dans les hostilités chef 18 à 29. Ensuite, Madame Manderson vous présentera les éléments de preuve sur les crimes reprochés qui concernent les incidents dans les préfectures occidentales de Waham, Ombela, Mpoko, Wendam PD, plus précisément à Bosangoa, Yaloke, Gaga, Zawa et Bosemtele. Il s'agit ici des chefs 30 à 66. Monsieur Ledy prendra ensuite la parole à nouveau pour vous présenter les éléments de preuve dont nous disposons concernant les crimes qui auraient été commis à Boda
préfecture de Lobaï, chef 67 à 78. Madame Galoupa vous présentera des éléments de preuve concernant les crimes reprochés en ce qui concerne Carnot dans la préfecture de Mambere-Kaïda, chef 79 à 85. Et M. Belbenoît Avitch vous présentera les éléments de preuve qui concernent les crimes qui auraient été commis lors des incidents à Guen et Berberati, qui se trouvent aussi dans la préfecture de Mambere-Kadaï. Il s'agit des chefs 86 à 111. Donc notre présentation aujourd'hui va être étayée par des dispositifs visuels et des pièces dont le but est de vous souligner certains éléments de preuve dont nous disposons. L'accusation se base sur 1400 éléments de preuve qui sont énumérés dans le DCC, ainsi que des pièces que vous pouvez trouver dans notre LOE, et dont nous demandons le versement au dossier. Alors, que s'est-il passé en République centrafricaine? Les événements en espèces ont commencé aux environs de juin 2013 et ont sont poursuivis jusqu'en décembre 2004. Alors, la République centrafricaine est entourée du Tchad au nord, de la République du Congo et République démocratique du Congo au sud, Cameroun à l'ouest et Soudan et Sud-Soudan à l'est. Il y a 6 millions d'habitants en RCA, avec de nombreux groupes ethniques et de nombreuses religions différentes. Avant le conflit, la population de la RCA était distribuée entre 15% de musulmans, 25% de catholiques romains, 25% de protestants et 35% qui suivaient des croyances indigènes. Je vais vous donner un peu un ordre d'idée. Le territoire de la République centrafricaine fait 622 984 km². C'est à peu près la taille du Nigeria ou de la France. Pour les Néerlandais ici, c'est 15 fois la taille des Pays-Bas. C'est divisé en 14 préfectures et les crimes qui sont reprochés portent sur 5 de ces préfectures qui se trouvent plutôt à l'ouest. À Ouam, à Mambere-Kadé, à Lobaï, à Wampende et Mbelampoko. Il s'agit de préfectures. En 2012, le président François Bozizé était au pouvoir. Aux environs du mois d'août de cette année, la coalition rebelle des Séléka de Michel Djoudja a commencé à émerger au nord-est du pays. C'était un groupe principalement musulman comportant des alliances assez fluctuantes entre différents groupes armés et qui mélangeait à la fois des ressortissants de RCA et des mercenaires tchadiens et soudanais. Et la scène politique en RCA s'est fracturée, qui était déjà fracturée, n'a fait que continuer à se fracturer. Et aux environs de décembre 2012, les Séléka ont commencé une offensive au fin de déloger le président Bozizé, et ça, commençant avec l'attaque du 10 décembre sur le pays stratégique de Ndélé. Et cette avance a été arrêtée avant qu'il ne reprenne Bangui. Et le 11 janvier 2013, le président Bozizé a signé un accord de cessez-le-feu avec les Séléka à Libreville. Malgré cela, la Séléka a repris ses offensives, culminant dans un coup d'État du 24 mars 2013. Bangui était tombé. Et ensuite, Michel Djoudja est devenu président et Bozizé a dû partir en exil. Les forces des Séléka ont étendu leur contrôle territorial en attaquant et en supprimant toute résistance dans d'anciens bastions de Bozizé, tout en ce qui comprenait bien sûr le ciblage des membres de l'ethnicité de Bozizé, c'est-à-dire l'Agbaya. Les forces des Séléka ont soumis les civils dans ces régions, qui étaient principalement non musulmans, à des attaques épouvantables, à des actes haineux et ignobles, et des atrocités. Et donc, en quelques mois, les Séléka ont planté les germes de la vengeance. En effet, après leur passage, les non-musulmans qui restaient sur place avaient été brutalisés et humiliés. Alors, pour bien comprendre dans quel contexte les crimes allégués ont eu lieu, il faut comprendre comment le mouvement anti-Balaka a été créé et s'est organisé lors de la période précédente. C'est un groupe, les anti-Balaka, qui a émergé en réponse à l'offensive de la Séléka.
Ils venaient de différents groupes, mais ils étaient tous unis par une seule chose, leur haine des Séléka et leur soif de vengeance. Comme je l'ai déjà dit, le président Bozizé et un grand nombre de membres de son parti politique, appelé Kwanakwa, KNK, étaient impliqués dans le mouvement. Et le premier cercle était vraiment au cœur, c'était le noyau de son pouvoir. Il y avait donc les membres de son ancien gouvernement, des membres de sa garde présidentielle et le soutien de certains membres des forces armées centrafricaines, les FACA. Donc, suite à l'offensive des Séléka en décembre 2012, 2 milices affiliées avec le parti KNK ont été créées. Des actions citoyennes, ou COAC, et la Coalition citoyenne contre les rébellions armées, ou COCORA. The latter, COCORA. Donc, la COCORA était dirigée sous le parrainage de M. Ngaïsona. Et le but évident de COAC et de COCORA était de préparer l'autodéfense contre les Séléka. Après, quelques mois plus tard, après le coup d'État de mars 2013, les Séléka étant maintenant au pouvoir, les membres du premier cercle de Bozizé et d'autres ont commencé à organiser ce qui allait devenir le mouvement anti-Balaka. Ils l'ont fait depuis 3 emplacements bien précis, le Cameroun, la République démocratique du Congo et la France. Alors le premier groupe, qui est le groupe camerounais, sera décrit par Madame Struyzen. Peu de temps après le coup d'État du 24 mars 2013, les membres du premier cercle de Bozizé se sont rassemblés au Cameroun. Et à partir de là, ils ont planifié avec d'autres comment chasser les Séléka et comment reprendre le pouvoir. Le général Bozizé était là, ainsi que des membres de sa garde présidentielle, des membres des FACA et d'autres figures de proue du mouvement anti-Balaka, dont Ngaïsona. Ngaïsona, Bozizé et d'autres acteurs très influents du mouvement se sont rencontrés à Yaoundé et à Douala pour concocter leur plan. Les réunions ont eu lieu dans différents endroits, une suite à l'hôtel Hilton et aussi au Cité Golf Club à Yaoundé. Au Cameroun, Ngaïsona a donné des instructions et a envoyé de l'argent pour que l'on puisse avoir des armes et des munitions qui seraient utilisées pour attaquer les positions Séléka. Il a été mis au courant de ce qui se passait sur le terrain à Bangui. Il a continué à mobiliser la jeunesse du pays parce qu'il avait une énorme influence sur eux du fait de positions qu'il avait déjà occupées précédemment. Ensuite, après le coup d'État, un groupe clé de loyalistes Bozizé se sont enfuis à Zongo, au nord-ouest de la DRC. Ce n'est qu'à 2 ou 3 kilomètres de Bangui et du centre de Bangui. C'est juste de l'autre côté de l'Ubangui. On trouve parmi eux Maxime Mokom, qui allait devenir le coordinateur des opérations des anti-Balaka dans la coordination nationale officialisée. Les membres de la garde présidentielle étaient là aussi, ainsi que des membres des FACA et d'autres. Et certains d'entre eux allaient devenir des membres clés de la coordination nationale anti-Balaka. À partir de Zongo, Maxime Mokom était le coordinateur de facto des anti-Balaka. Il obtenait de l'argent, les armes, les munitions, organisait le déploiement des éléments anti-Balaka, leur donnait des instructions sur le lieu et date des attaques. Il était en contact avec Ngaïsona et avec d'autres acteurs importants du premier cercle de Bozizé au Cameroun. Et Mokom était aussi en contact avec tous les Comzones à Bangui et dans les provinces. À peu près au même moment, un troisième groupe s'est enfui et réfugié à Kalangoy en RDC, y compris Yekatom et d'autres membres des FACA. D'après Yekatom lui-même d'ailleurs,
Au départ, il s'était enfui jusqu'à Zongo et c'est là qu'il a eu l'idée d'un mouvement militaire organisé contre les Séléka. Je vais vous montrer une vidéo de décembre 2013 où justement on a une interview de M. Yekatom. C'est où quand Jotodia est arrivé? Oui, quand il était venu, j'étais parti en banque pour aller prendre mon salaire et il m'avait arrêté et j'avais pris fuite pour traverser à Zongo. De l'autre côté, c'est... Ah, c'est OK maintenant. C'est bon. It's OK now. C'est bon. Maintenant, nous l'avons sur l'écran. Avant, il n'y avait pas. Merci. C'est Zaïre. Et c'est de là-bas qu'on avait des idées de démarrer notre mouvement par rapport à l'exercice des militaires. Yekatom went to Donc Yekatom est allé à Kalangoy et là il a dirigé un groupe de milliers d'éléments anti-Balaka. Il les a armés, il les a préparés au combat en les entraînant avec beaucoup de rigueur. D'après un témoin, qui se trouvait aussi à Kalangoy à l'époque, les instructions de Yekatom étaient très claires. Voilà ce qu'il disait aux troupes. Non seulement il devait tuer les Séléka, mais il devait tuer les musulmans. À Kalangoy, Yekatom a commencé à préparer l'offensive qui allait avoir lieu à Bangui le 5 décembre 2013. Après le coup d'État de mars 2013, une alliance d'individus clés a commencé en rassemblant des groupes qui finalement composeraient les anti-Balaka. Tout d'abord la création de la COAC et de la COCORA. Ensuite, les rassemblements au Cameroun, à Zongo et à Kalangoy. Or, après ce coup du 24 mars, les forces des Séléka se sont éparpillées dans le pays en réprimant toutes les rébellions et en consolidant leur pouvoir. En réponse, au janvier 2013, les groupes anti-Balaka ont commencé à résister aux attaques des Séléka en les affrontant militairement et avec l'arrivée d'anciens membres des FACA, ils sont devenus de plus en plus organisés et de plus en plus résistants. Au début août 2013, Général Bozizé, les membres de son premier cercle et ses supporters se sont rencontrés à Paris, où ils ont formé à l'ordre constitutionnel en Centrafrique, ou FROCA. La FROCA, Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique. Nguy Sona était là et en faisait partie. FROCA était en fait un groupe d'action politique dont le but était de reprendre le pouvoir pour Bozizé. Et vous, comme Mme Struyel va vous le dire plus tard, la FROCA a attisé les flammes de la haine ethnique et de la division dans le conflit centrafricain au travers d'une propagande mensongère et anti-musulmane en soutenant donc les anti-Balaka pour arriver à reprendre le pouvoir politique de la capitale. Comme je vous l'ai bien dit, le 5 décembre 2013, c'était la célèbre offensive anti-Balaka sur Bangui qui a marqué la fin, enfin le début de la fin plutôt du régime Séléka. Aux petites lueurs de l'aube, le 5 décembre, environ 1 millier d'anti-Balaka, coordonnés par Moncom depuis Zongo, avec des éléments de Yekatom, ont attaqué de différentes directions. C'était un effort bien coordonné qui visait des possessions Sekala, Kankasai, l'Assemblée nationale, Boirabé et le Centre protestant pour la jeunesse. Au départ, bien sûr, c'était uniquement les positions Séléka qui ont été visées, mais les attaques des anti-Balaka sur les civils musulmans ont rapidement emboîté le pas. Ne vous trompez pas, ce n'est pas uniquement une attaque militaire contre les Séléka. Cela faisait partie d'une campagne des anti-Balaka qui visait à viser violemment tous les musulmans en RCA occidentale. Les chrétiens ont été avertis à l'avance. On leur a dit de mettre des rameaux devant leur maison parce que c'est une tradition chrétienne, une tradition de deuil en RCA. Mais cela permettait
dire aux anti-Balaka qu'il ne fallait pas s'attaquer à ces maisons car elles étaient non musulmanes. Et vous allez l'entendre, ce mode opératoire a été utilisé par les anti-Balaka lors de ces attaques à Karno, à Berberati et Gwen. L'attaque a laissé Bangui exsangue. Un grand nombre de civils ont été tués ou blessés et des milliers d'entre eux ont été déplacés. Mais pour les musulmans, les choses n'allaient qu'empirer. Donc après cette attaque du 5 décembre, la violence a continué contre les civils des deux côtés pendant plusieurs années. Et Joe Kota, finalement, a dû démissionner le 10 janvier 2014 sous pression de la communauté internationale. Le 20 janvier, le maire de Bangui, Catherine Samba Banza, a été élue présidente par intérim du gouvernement de transition. Mais la démission de Joe Kota n'a absolument pas stabilisé le pays. Les Séléka se sont retirés de Bangui et d'autres parties de la RCA occidentale, mais ça a laissé un vide et ça a laissé la population musulmane très vulnérable à cette escalade de violences sectaires et surtout la soif de vengeance des anti-Balaka. Et du coup, ce qui s'en est suivi est la création d'une campagne anti-Balaka très violente pour chasser tout civil musulman de la RCA occidentale, et ainsi que ceux qui ont été perçus comme ayant soutenu les Séléka. Il s'agissait d'une campagne avec déplacements forcés, exécutions sommaires, meurtres opportunistes et ciblés, crimes sexuels, attaques et destruction des biens religieux dans toutes les préfectures de l'Ouest. Et juste après la démission de Joe Kota, Njagasa est revenu en RCA le 14 janvier 2014. Vous vous rappelez qu'il était parti après le coup d'État de mars 2013. Lorsqu'il est revenu, les anti-Balaka ont adopté une structure beaucoup plus officielle afin d'organiser le groupe et afin de pouvoir dialoguer avec le gouvernement de transition. Gaïsona a été désigné coordinateur national des anti-Balaka lors d'une réunion qu'il avait organisée à Boirabe, à Bangui, lui donnant donc contrôle et autorité déjurée sur tous les groupes anti-Balaka à Bangui tout aussi bien que dans les provinces. Maintenant, je vais vous parler rapidement des éléments contextuels des crimes de guerre. Les éléments présentés fournissent des motifs substantiels de croire que les crimes qui sont reprochés ont été commis dans le contexte d'un conflit armé non international prolongé qui a commencé en RCA au début mars 2013 et qui a duré au moins jusqu'en décembre 2014. Le conflit a eu lieu entre des groupes armés qui disposaient d'un degré suffisant d'organisation, donc principalement entre les forces Séléka et le gouvernement Bozizé qui leur a succédé, et ensuite entre les Séléka et les anti-Balaka. La nature prolongée du conflit a été connue et reconnue par tous, y compris par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui avait demandé un rapport cartographique, rapport qui déclarait que les confrontations entre les anti-Balaka et les Séléka étaient menées, et je cite, avec une intensité et un niveau d'organisation suffisant pour justifier la conclusion de l'existence d'un conflit armé. Et d'ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté au moins 6 résolutions reconnaissant l'existence d'un conflit armé en RCA, en janvier, en octobre, en décembre 2013, et pour ce qui est de 2014, en janvier, en avril et en octobre. La violence en RCA a perduré à un tel niveau d'intensité pendant toute cette période que le Conseil de sécurité, en fin de compte, a autorisé une intervention militaire étrangère au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La période comprenant le conflit armé a aussi été marquée par plusieurs accords de cessez-le-feu entre les Séléka et leurs adversaires, y compris les anti-Balaka. Il y a eu donc l'accord de Libreville de janvier 2013 entre le gouvernement de la RCA et les Séléka. Ensuite, l'accord de médiation Pareto de juin 2014 entre les Séléka et les anti-Balaka signé par Ngaï Sona dans sa capacité de coordinateur national. Le sommet
l'accord du sommet de Brazzaville en juillet 2014 entre les Séléka et les anti-Balaka, à nouveau signé par Ngaïsona. Des engagements identiques ont aussi été faits entre les Séléka et les anti-Balaka lors du sommet de Nairobi en avril 2015. Mais cette fois-ci, la signature était apposée par d'autres figures de proue des anti-Balaka, y compris Maxime Mokom. Et enfin, en mai 2015, Forum de Bangui pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, qui a résulté en un accord signé par Ngaïsona en tant que coordinateur des anti-Balaka. Vous voyez la signature d'ailleurs de M. Ngaïsona en bas à droite de ce document. Et malgré ces accords, pas de solution. On n'a pas trouvé de solution pacifique. Et le conflit a perduré en 2013, 2014 et 2015. Parlons maintenant du deuxième élément, le degré suffisant d'organisation des groupes armés. Les éléments de preuve montrent bien qu'il y avait une structure existante, des mécanismes de reporting et des indices de commandement et de contrôle au sein de la direction des anti-Balaka. Les éléments de preuve démontrent aussi que ces facteurs allaient bien au-delà des éléments anti-Balaka de Bangui, mais allaient jusqu'à certaines préfectures et certaines provinces. Tout d'abord, les anti-Balaka disposaient d'une hiérarchie interne. Ce groupe qui, en février 2014, comprenait entre 50 000 et peut-être, selon Ngaïsona, 70 000 éléments, était remarquable car il y avait des commandants de zone ou comme zone qui étaient nommés chefs de groupe anti-Balaka qui opéraient dans différentes zones territoriales. Parfois, les comme zones dans les provinces allaient établir une structure qui reflétait la coordination nationale avec un comité local, un coordinateur local, un coordinateur adjoint, etc., un porte-parole, etc., etc. C'est un document ici que je vais vous montrer, mais je ne voudrais pas qu'il soit diffusé, s'il vous plaît. It's confirmed it's not good to be broadcasted. Ce ne sera pas diffusé, dit la greffière d'audience. Merci. Donc vous avez sous les yeux un document qui vous montre la chaîne de commandement de la direction des anti-Balaka à Boda. Et on y voit certains titres, coordinateur de la préfecture, comme zone, coordinateur, etc., etc. ERN, c'est CAROTP 2001-5386. Nous pourrons maintenant revenir en audience publique. Donc le document que vous avez sous les yeux, en date de février 2014, vous explique bien la chaîne de commandement qui existait au sein de la coordination anti-Balaka. Il s'agit d'une déclaration signée par plus de 20 membres éminents du mouvement, y compris le coordinateur des opérations. On y voit leur nom, leur rôle officiel au sein du mouvement, leur poste, quoi, porte-parole, commandant de bataillon, etc. Maintenant, je vais vous montrer un autre document. Dans ce troisième document qui nous a été donné par un ancien conseiller militaire supérieur ayant accès direct à Ngaïsona, on voit une liste des membres anti-Balaka à Banga. On voit leur grade, leurs fonctions, les zones qu'ils contrôlaient, et on voit aussi leur statut, à savoir s'ils sont membres de la FACA, plutôt membres de la garde présidentielle, ou s'ils viennent encore d'ailleurs. Et maintenant, la diapo suivante. Non. Les comzones organisaient et commandaient leurs éléments. Ils donnaient des ordres, distribuaient les armes, contrôlaient les mouvements et réglementaient les communications. Ils étaient là aussi pour faire régner la discipline. Les membres FACA dans les positions, le leadership des anti-Balaka organisaient souvent leur groupe en formation simili-militaire.
Le groupe de Yekatom était justement organisé ainsi. Il a même mis en œuvre une structure administrative, nommant un secrétaire afin de tenir à jour les dossiers du groupe, y compris les inscriptions des membres, les ordres donnés et la distribution des armes. Les éléments de preuve vont bien montrer que les anti-Balaka avaient utilisé certains aspects des structures de commandement et de reporting habituelles. Par exemple, les Comzones rendaient compte à Ngaïsona ou au coordinateur des opérations. Lorsque ceci n'était pas disponible, ils donnaient les informations à d'autres membres de la coordination nationale à relayer, pour qu'ils relaient les informations. Par exemple, ils parlaient au chef d'état-major. Les Comzones rendaient aussi compte aux coordinateurs locaux ou aux préfets ou aux coordonnateurs préfectoraux. Et la coordination nationale supervisait aussi les anti-Malaka dans les provinces. En effet, on faisait des missions dans ce but. Vous voyez ce document en date d'avril 2014, signé par Ngaïsona en tant que coordinateur. ERN CAR OTP 2087 9108. Vous l'avez sous les yeux. Les anti-Balaka disposaient de la capacité de planifier et d'exécuter des opérations militaires. C'est parfaitement clair. Les membres des FACAF donnaient à leurs éléments des instructions. Ils étaient là aussi pour fournir le leadership et une instruction aux militaires rudimentaires, y compris au maniement des armes. Et mon collègue, M. Iverson, va vous montrer que Yekatom avait organisé la formation de son groupe sur différentes bases en RDC et en RCA. Et donc, ils avaient été... Lors de chaque des incidents qui sont reprochés, tout ce que vous allez entendre montre bien que les anti-Balaka avaient la capacité de planifier et d'exécuter de façon fort efficace une campagne militaire. La discipline s'est aussi mise en œuvre au sein de la structure anti-Balaka. Comme je l'ai dit, les Comzones pouvaient et ont bel et bien puni des éléments récalcitrants. En février 2014, Ngaïsona a établi une unité de police militaire. Cette unité, sous la coordination du coordinateur des opérations, était dirigée par des criminels endurcis anti-Balaka. Et assez normalement, d'ailleurs, du coup, cette unité a contribué à un climat d'impunité et d'insécurité. Cette police militaire et d'autres unités similaires qui avaient été établies par les zones locaux n'avaient jamais eu pour but de punir les atrocités commises par les anti-Balaka ou les crimes commis contre les civils musulmans. Mais non, leurs ordres étaient de freiner la commission de crimes contre les non-musulmans, parce que cela abîmait la réputation du groupe et cela érodait leur soutien populaire. Le groupe était aussi occupé avec les relations publiques en agissant comme tout groupe politique international. Vous le voyez bien dans de nombreux documents, des communiqués de presse délivrés par la coordination nationale sur des papiers en tête, les discours qui ont été faits. Donc les deux suspects ont aussi représenté les anti-Balaka à des réunions et négociations de très haut niveau, y compris avec la présidente du gouvernement de transition Samba Panza en janvier 2014 et aussi lors du sommet de Brazzaville. Donc ils ont joué des rôles clés et des rôles publics pour représenter le mouvement. Dans une déclaration d'avril 2014, Ngaïsona a demandé aux anti-Balaka de soutenir le gouvernement de transition. Le anti-Balaka ne ressemblait peut-être pas à une armée typique, mais il s'agissait quand même d'une force politique et militaire en CAR, et cette force avait été organisée ainsi délibérément. Ils avaient une identité de groupe très claire. Lors des opérations, ils avaient des accessoires très distinctifs, des brassards ou des bandeaux. Ils devaient aussi subir des rites traditionnels et des rites d'initiation. Ils portaient des amulettes, des gris-gris très spéciales. Dans ce document de juin 2014 et publié par la coordination nationale, on dit ce qui suit. Les anti-Balaka sont identifiables par leur gris-gris. Et certains témoins de l'intérieur des anti-Balaka nous ont bien dit que si pour aller rejoindre les anti-Balaka,
je suis allé chercher des gris-gris, ou je portais des gris-gris pour me protéger, ou si on voulait rejoindre les anti-Balaka, il fallait d'abord avoir ces gris-gris. Et vous voyez ici à quoi ressemblaient ces gris-gris sur ces deux photos. En janvier 2014, la coordination anti-Balaka a commencé à délivrer des cartes d'identité. Et vous en voyez une, par exemple, à l'écran. Vous voyez plusieurs d'ailleurs à l'écran, et vous voyez qu'elles étaient signées par Nguai Sona, parfois par d'autres membres éminents du groupe, comme le chef d'état-major. Et en juillet 2014, la coordination nationale avait délivré environ 10 000 de ces cartes d'identité. De l'autre côté, maintenant, les Seleka étaient aussi bien organisés pendant toute cette période de référence. Suite au coup d'État du 24 mars 2013, les forces des Seleka ont pris toutes les structures étatiques existantes ainsi que les ressources et les militaires. Ils fonctionnaient dans un cadre militaire où les commandants Seleka éminents contrôlaient des groupes de fantassins dans leurs bases respectives, soit à Bangui, soit dans leur zone de responsabilité géographique. Les Seleka contrôlaient les équipements militaires, y compris les armes lourdes, et avaient bien montré qu'ils étaient capables de planifier et d'effectuer des opérations militaires prolongées. Le coup, d'ailleurs, du 24 mars 2013 le démontre amplement. Malgré leur démantèlement officiel à la mi-septembre 2013, les forces de la Seleka n'ont été ni désarmées ni démobilisées. Les factions qui constituaient ces groupes sont restées pratiquement intactes. Selon les Nations Unies, le nombre des Seleka est passé de 5 000 en mars à plus de 15 000 à 20 000 en novembre 2013. Et ces groupes armés étaient impliqués dans ce conflit prolongé qui a embrasé la République centrafricaine entre 2012 et 2015. Et ils disposaient d'un degré suffisant d'organisation et de la capacité de planifier et d'exécuter des opérations militaires à long terme. Maintenant, parlons des éléments contextuels portant sur les crimes contre l'humanité. Les motifs substantiels de croire que les crimes ont été commis dans le cadre d'une attaque systématique et généralisée contre la population musulmane en République centrafricaine. Il s'agissait de campagnes incessantes, des sous-attaques, si vous voulez, contre les musulmans à Bangui et en République centrafricaine occidentale entre 2013 et jusqu'au mois de décembre 2014. Tout d'abord, le grand nombre de victimes et le fait que les musulmans étaient ciblés à chaque emplacement très discret montre bien que cette attaque était généralisée. De même, un grand nombre de crimes attribuables au groupe au travers des 5 préfectures en quart occidental démontrent aussi l'immense portée géographique de cette attaque. La nature systématique de cette attaque est aussi démontrée par le schéma répétitif que l'on trouve. C'est toujours la même violence utilisée par les anti-Balaka lorsqu'ils ciblent les musulmans civils. Les incidents reprochés impliquent toujours le même comportement, les mêmes tactiques et les mêmes crimes. Déplacements forcés, meurtres, tortures, traitements cruels, destruction des mosquées, des maisons et des boutiques de la communauté musulmane. Ce schéma de violence se répète partout, pour tous les incidents. Et la portée même des crimes montre bien qu'il ne s'agissait pas d'éléments isolés ou d'incidents isolés ou d'incidents aléatoires. Tout était coordonné. Les éléments de preuve montrent bien que l'attaque a été menée pour poursuivre une politique organisationnelle. Le mouvement anti-Balaka a été structuré, organisé, pas parfaitement, mais quand même, il y avait un certain niveau d'organisation. Le groupe contrôlait des territoires, les éléments de preuve le montrent bien, et disposait aussi des ressources et de la capacité d'effectuer des opérations militaires extrêmement violentes contre les civils musulmans. Leur comportement, leurs paroles montraient bien que leur politique
était entre autres de cibler de façon violente les populations musulmanes en République centrafricaine occidentale qui, du fait de leur appartenance ethnique, nationale ou religieuse, étaient perçus comme étant responsables collectivement, complices ou soutiens des Séléka. Et vous pouvez déduire cette politique de la nature systématique de l'attaque. Mais cela s'exprime aussi dans la déclaration des éléments anti-Balaka et des chefs anti-Balaka. Tout ce qu'ils voulaient, c'était débarrasser le pays des musulmans. Les anti-Balaka ont donc utilisé des déclarations, des interviews, des communiqués de presse, des discours, tout ce qui était à leur disposition pour diffuser leur message, qui était que les musulmans avaient trahi et qu'il fallait se venger. Ils ont accepté les discours de haine, ils les ont même promus. Les parrains, comme le Froca, sont systématiquement concentrés sur les ont systématiquement concentré leur déclaration publique sur la victimisation de la communauté chrétienne aux mains des Séléka, ce qui était sans doute vrai, mais ont oublié de mentionner, voire de justifier les crimes commis contre tous les musulmans en tant que communauté. Donc maintenant, dans la présentation suivante, vous allez voir comment la version des anti-Balaka a mélangé les Séléka et la population musulmane en RCA. Et vous allez entendre que que ce mouvement a nié la légitimité de la communauté musulmane centrafricaine en les associant à des étrangers islamistes. Dans le contexte, bien sûr, d'atrocités véritables qui ont été commises par les Séléka contre une population chrétienne blessée. Les Séléka ont détruit des vies dans le pays entier. Les Séléka ont détruit des vies dans le pays entier. Et au début, le leadership des anti-Galapa a exploité ceci. En effet, les anti-Balaka voulaient se venger. Il s'agissait de bombes à retardement et il ne fallait qu'une étincelle pour déchaîner la haine et la peur. Vous trouverez au cœur même des crimes qui sont présentés devant vous. Bozizé et son premier cercle, la direction des anti-Balaka et ses hommes, on en fait bien plus même. Et mes collègues vont vous donner des exemples dans leur présentation sur leur rôle, le rôle qu'ils ont joué dans le cadre des crimes reprochés. Mais je serai bref. Sur le terrain, il y avait un fort ressentiment anti-musulman. Vous avez une vidéo ici qui nous vient de Bossangoa, qui a été filmée le 5 décembre 2013. It's CAROTP 2066 5308, transcription CAROTP 2107 6935. Et il faudra faire une traduction à vue, si possible. What you'll see in this video, Vous allez voir. C'est un anti-Balaka qui va vous décrire comment les Séléka ont tué et décapité son frère. Et ensuite, comment il a dû s'enfuir du village. Une fois les Séléka partis, il a dû aller essayer de rassembler les parties mutilées de son frère. Comme un anti-Balaka nous l'a dit, il a dit « Nous tuons des civils musulmans parce que, je le cite, nous font exactement la même chose. » Les Séléka ont pris une épée. les Séléka, à Séléka, à la mou épée, à la falo gay, à la falo tongaso, mbikpe, tonga mbikpe. J'ai pris un drap, j'ai ramassé les morceaux de mon frère, je les ai déposés dans un fossé. Des jeunes rongés par un désir de vengeance sans fin, qui s'abat aussi sur les musulmans civils, jugés trop proches des anciens rebelles. Donc les musulmans, quand on les trouve dans la brousse, on les tue parce qu'ils font pareil avec nous. In this next video, Et dans cette vidéo suivante,
filmé uniquement quelques jours après, le 7 décembre 2013, CAR OTP 2065 0802 est la transcription. Donc la transcription, c'est le 2017-242. Voici le message. C'est notre pays, c'est pas le pays des musulmans. Les musulmans sont des Sélékas, des étrangers, des djihadistes, des janjaouides, des grands boubous. Jours à Dodoja pour quitter notre pays. Oui. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est pas le pays des musulmans. C'est pas le pays des musulmans. C'est le pays des Centrafricains. Nous demandons absolument. This 31 January. Donc, le 31 janvier 2014, on trouve un commentaire au nom des anti-Balaka sur leur compte Facebook. Et les choses sont parfaitement claires. Ready to sacrifice them all. On est prêt pour tout sacrifier, car les musulmans ne font que 3% de la population du Nord. Ils vont disparaître dans peu de temps, car ils sont déjà pris au piège et localisés pour une contre-offensive. Comme je vous l'ai expliqué, mes collègues vont vous décrire un grand nombre d'incidents et tout ceci a eu lieu dans le cadre d'un conflit armé non international. Le lien entre les crimes reprochés et le conflit armé non international est évident, étant donné que ces crimes ont été commis par un même groupe, les anti-Balaka, qui étaient faisaient partie du conflit. Et ces crimes ont eu lieu dans un cadre géotemporel bien précis. Ils ont été effectués pour poursuivre un plan criminel aux fins d'obtenir le pouvoir en RCA, en galvanisant, développant et en coordonnant des groupes et des individus qui étaient assoiffés de vengeance. Et inévitablement, les crimes allaient en résulter, les crimes qui sont reprochés à ces personnes à l'heure actuelle. Donc, ces crimes allaient arriver étant donné que les anti-Balaka ciblaient les civils musulmans de façon violente en RCA occidentale, en se basant sur leur appartenance ethnique, nationale et religieuse, et aussi parce qu'ils les percevaient, tels qu'ils étaient décrits par les leaders des anti-Balaka, comme étant responsables collectivement, complices et soutiens des Sélékas. Comme vous allez l'entendre d'ailleurs, le plan commun stratégique a été mis en œuvre dans toute la RCA occidentale par différents groupes d'anti-Balaka, y compris celui de Yekatom, qui, pour poursuivre son plan opérationnel subsidiaire, a commis des crimes exactement dans le même but. Et les crimes étant de cibler violemment les musulmans dans leur zone de contrôle. Et j'en ai terminé. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Struyven, qui va vous parler maintenant des éléments de preuve démontrant la responsabilité pénale individuelle de M. Ngassona. Nous avons une petite minute, peut-être? Merci beaucoup, Maître Van der Pouy. Vous avez quelques secondes pour vous préparer, pour céder la parole à votre collègue. Merci. Good afternoon, Your Honors. Bonjour, bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Les éléments qui ont été présentés confortent les bases substantielles qui permettent de penser que Patrice Edouard Ngaïsona est responsable des crimes incriminés et devrait faire l'objet d'un procès. Ngaïsona est accusé de 3 modes de responsabilité différents. Tantôt comme co-auteur, au terme de l'article 25.3a, tantôt parce qu'il a apporté son aide ou son concours au terme de l'article 25.3c, et tantôt parce qu'il a permis de contribuer, ou il a permis la contribution de ces crimes au terme de
l'article 25.3d en agissant de concert ou un dessert commun. Et le procureur essaye, dans cette audience de confirmation des charges, de prouver les 3 modes de responsabilité sur base des éléments de preuve que nous vous présentons. Au terme de l'article 25.3a, il y a des raisons substantielles de penser que, au moins à partir du mois de juin 2013, Ngaïsona, Bozizé, Lévi Yakité, Maxime Mokom et d'autres ont ensemble participé à un plan commun que nous allons baptiser le plan stratégique, et ce pour gagner ou récupérer le pouvoir en Afrique, en République d'Afrique centrale, en faisant fuir Djotodia, le régime Séléka et tous ceux qui l'appuyaient. C'est dans ce sens qu'ils ont mobilisé la jeunesse et tous les autres groupes d'autodéfense qui existaient déjà et qui ont été rebaptisés tous ensemble sous le terme anti-Balaka. Les auteurs savaient qu'en utilisant ces groupes anti-Balaka et après les avoir mobilisés, ils seraient animés par un souhait de vengeance et de haine à l'encontre des musulmans qui leur avaient fait subir de nombreuses atrocités et que cela automatiquement entraînerait la commission des crimes repris dans les chefs et visant les musulmans. Et il savait que tout cela contribuait au plan commun stratégique. Ngaïsona y a été un des auteurs directs. Et c'est vrai que ses contributions, qu'elles soient unilatérales ou conjointement, étaient essentielles. Il visait l'activité criminelle anti-Balaka et l'objectif était de commettre les crimes que nous vous présentons. Sans la contribution de Ngaïsona, ces crimes n'auraient pas eu lieu, ou en tous les cas n'auraient pas eu lieu de la même manière. La contribution de Ngaïsona a également permis d'établir sa responsabilité au terme de l'article 25.3 C et D. Je vais donc d'abord vous parler de sa contribution avant de parler de son intention et de la connaissance qu'il avait des faits commis. Je vais aborder 4 types de contributions différentes. D'abord, je vais vous expliquer le rôle qu'il a joué dans la société et la politique en République centrafricaine pour mobiliser la jeunesse. Ensuite, je vais aborder le fait qu'il était une cheville ouvrière dès le coup terminé pour mettre sur pied une stratégie pour reconquérir le pouvoir en RCA. Troisièmement, je vais expliquer comment lui, avec les autres co-auteurs, ont pu développer la capacité anti-Balaka pour en faire une force de combat capable qui était prête pour attaquer Bangui le 5 décembre 2013. Et enfin, j'expliquerai les contributions essentielles de Ngaïsona à son retour à Bangui, puisqu'il a coordonné le groupe anti-Balaka. Il a ainsi assuré la promotion de leurs actions collectives et leur a donné une légitimité politique, un visage et une voix. Je vais commencer par sa première contribution et la principale. Du fait de sa personnalité, de sa réputation, de son influence, le rôle de Ngaïsona était essentiel pour la concrétisation du plan commun stratégique. C'est cela qui avait permis de donner un accès aux jeunes, mais aussi d'avoir gagné leur loyauté, qui s'est avérée finalement une jeunesse qui s'est avérée essentielle pour chasser la Séléka et récupérer le pouvoir. Pour y arriver, il faut comprendre un peu ce que a fait Ngaïsona dans la société et la politique en RCA avant ça. En fait, Ngaïsona était un homme d'affaires qui avait réussi, qui était riche. En RCA, qui est un des pays les plus pauvres de la planète, c'est très important d'avoir ce statut. À partir de 2008, il avait un rôle public très convoité puisqu'il était président de la Fédération de football de la RCA. C'est ce qui lui a permis de gagner de l'argent, cette réputation, cette célébrité et aussi un accès direct à la jeunesse du pays.
Les gens l'estimaient beaucoup. Quand on a demandé à un des témoins de le décrire, celui-ci nous a dit, je le cite, « C'est un grand homme. Il a des entreprises partout dans le pays. » Un autre a dit, et je cite aussi, « Ngaïsona avait énormément d'influence. Moi, on m'a dit qu'il pouvait très facilement aller rencontrer Bozizé. » Fin de citation. Comme président de la Fédération du football, Ngaïsona avait toute cette influence sur les coordonnateurs jeunesse de par le pays entier. Et leurs activités de football populaire dépendaient en fait de son parrainage. Ngaïsona avait donc ce lien avec les jeunes et s'était renforcé puisqu'il était également un des représentants élus du parti KNK de Bozizé. Ces coordonnateurs jeunesse, qui étaient la tête des conseils de jeunesse, travaillaient en étroite coopération avec ce parti qui était le point focal entre le gouvernement et les communautés locales. C'était une structure qui avait été mise sur pied par Bozizé et qui était en fait la filière normale, formelle et officielle pour coordonner et mobiliser les jeunes. Ainsi, très vite, ils ont été repris dans le gouvernement où ils ont été baptisés les jeunes de Bozizé. Ngaïsona a, en son nom propre, mais aussi puisqu'il avait la confiance de Bozizé, il a pu bénéficier de leur loyauté aveugle. Il faut bien comprendre cette structure et l'implication de Ngaïsona avec les jeunes. Pour comprendre en fait cela, il faut comprendre aussi quel est l'âge moyen en RCA. L'âge médian est l'âge qui détermine deux groupes, chacun représentant 50% de la population de chaque côté de cette limite. Et l'âge médian en RCA est environ 20 ans, qui fait que nous avons là une des populations les plus jeunes au monde. Par comparaison, ici aux Pays-Bas, l'âge médian est 42 ans. C'est dans ce contexte que les coordonnateurs jeunesse et les conseils jeunesse doivent être perçus. Ce sont des groupes organisés où il y a une grosse partie de la population que l'on peut facilement contacter et que l'on peut facilement mobiliser. Et c'est exactement ce que les membres du plan commun stratégique ont réussi à faire. Ils ont contacté ces jeunes, ils les ont mobilisés et ainsi ils pouvaient mettre sur pied leur plan et récupérer le pouvoir en RCA. Comme mon collègue vous l'a expliqué, pour réagir à l'avance de la Séléka sur Bangui en décembre 2012, 2 milices KNK ont été mis sur pied par Ngaïsona et son camp rapproché, et qui faisaient appel à ces jeunes. Ces deux groupes s'appelaient COAC et COCORA. Et un des témoins d'ailleurs nous dit, et je cite, « À la fin 2012, Ngaïsona a commencé à mobiliser et à organiser les jeunes en groupe d'autodéfense afin d'arrêter les progrès de Séléka sur Bangui. À ce moment-là, Steve Yambete, qui était un lieutenant dans la garde présidentielle de Bozizé, a créé la COAC, et Ngaïsona et Lévi Yakité ont, eux, créé la COCORA. Par la suite, ces deux groupes, assez vite d'ailleurs, ont fusionné. L'objectif étant de mobiliser les jeunes pour monter des barricades et des points de passage pour surveiller l'accès à Bangui et à Bimbo. Fin de citation. Tel qu'expliqué par le témoin, la présence prédominante des jeunes dans ces deux groupes n'était pas un pur hasard. C'était l'objectif même de la création de ces groupes. C'est à ces barrages que les jeunes devaient identifier les musulmans et voir ceux qui, dès lors, étaient alignés sur la Séléka. Les dirigeants de la COAC et de la COCORA, en ce compris Ngaïsona, ont encouragé leurs efforts qu'ils compensaient. Par exemple, ils distribuaient du café et du pain tous les soirs à tous ces jeunes qui étaient sur les barricades. Donc les jeunes étaient installés là, à ces points de passage, par Ngaïsona, et ils étaient armés. Et quand ils rencontraient des musulmans, ils appelaient leur chef, lequel venait chercher les musulmans, ou tout simplement ils les faisaient disparaître. En effet, un des témoins nous a expliqué que certains de ces musulmans étaient arrêtés et on ne les a plus jamais vus par la suite.
Mesdames, Messieurs les juges, la création de ces groupes, la COAC et la COCORA, c'est le tout début des efforts centralisés pour justement s'accrocher au pouvoir politique. Les membres de ce groupe faisaient partie d'une alliance clé qui était loyale à Bozizé et qui se retrouvait grâce à différentes caractéristiques. Par exemple, leur appartenance ethnique, cette histoire commune de libérateurs, entre guillemets, qui s'étaient battus ensemble pour installer un président, une alliance politique qui était la KNK, et aussi leur allégeance à la garde présidentielle. Et Nguy Sona faisait partie d'ailleurs de cette alliance, de ce noyau dur, et utilisait les plateformes politiques pour justement prendre la parole en public. Les discours publics, très vite, allaient en fait faire part de cette haine contre la population musulmane dans son ensemble. Ils se sont accrochés au pouvoir, surtout qu'en face, il y avait la Seleka, très armée, très sophistiquée. Et pour justement se défendre, le 27 décembre 2012, Bozizé a prononcé un discours très lourd d'influence sur la place de la République à Bangui. C'était le premier d'une série de discours qui allait commencer à justement créer ces divisions entre la Séléga ou plutôt mélanger la différence entre la Séléka et les musulmans, en disant que tous ceux qui étaient dans la Séléka étaient des islamistes et étaient des étrangers. Et d'ailleurs, on peut retrouver dans ce discours de Bozizé des expressions telles que « ce sont tous des étrangers » ou encore « il n'y a aucun centrafricain parmi eux ». Fin de citation. Et Bozizé, il faisait référence de manière assez insultante en disant c'est des Janjaweed ou des Toroboro. Il disait à la population qu'il fallait rester vigilant de ces étrangers qui vivent dans des maisons engrillagées, en faisant référence aux musulmans de l'Afrique centrale. Et il avait dit que la Séléka était là pour tuer. Et il a dit, et je cite en français cette fois, « Soyez vigilants dans les différents quartiers. Surveillez surtout les étrangers qui vivent dans des concessions clôturées. Ils ont l'habitude de cacher des gens dans leurs concessions. Ils attendent le désordre total avant de sortir et de passer à l'action en vue de tuer les gens, de tuer les gens, de tuer les gens. » End of quote. Fin de citation. Je vais répéter ceci. Dans ce discours, Bozizé s'est adressé à sa circonscription, c'était la population chrétienne, en d'autres termes, que les musulmans qui vivaient à Bangui cachaient des gens dans leur maison et que tôt ou tard, ces gens-là étaient là pour les tuer. Et malgré que plusieurs références aient été faites à ce qu'on appellerait une résistance pacifique, Bozizé a lancé un appel à la population, et tout particulièrement les jeunes, pour prendre les armes et pour aller lutter contre l'ennemi. C'est d'ailleurs lors de ce rassemblement que Yakité insiste sur le fait qu'ils étaient entourés de Judas, de traîtres, mais que les étrangers devraient les voir tomber d'abord avant d'avoir accès au pouvoir. Et en bref, il lançait la patrie ou la mort. Quelques jours plus tard, Bozizé a répété ce discours qui ne cherchait qu'à diviser la population, en disant que la RCA était devenue deux pays différents. Un pays qui appartenait aux Janjaweed et un autre qui appartenait aux vrais Centrafricains. Et ces discours étaient diffusés à foison. Et ce discours établissait très clairement qu'il y avait une différence entre les musulmans, qui étaient les étrangers, et les chrétiens, qui étaient les vrais ressortissants d'RCA. Bon, alors, même si les musulmans étaient nés en RCA et y avaient grandi, et peu importe d'ailleurs si c'était des civils ou des militaires.
À partir du moment où confondait les musulmans et les Séléka comme étant leurs complices, comme étant tous des étrangers, c'est ce qui a permis finalement de paver le chemin à la rage et à la violence de la population. Les jeunes étaient invités à se battre. Et comme Yakété l'a d'ailleurs dit, et je le cite en français, « à la jeunesse centrafricaine de ne pas avoir peur. S'il faut mourir, alors il faut mourir pour votre pays, mourir pour la liberté, mourir pour vos petits frères, mourir pour l'avenir de vos enfants, mourir pour l'avenir. » End of quote. Fin de citation. Dans les semaines qui ont suivi, Bozizé, Ngaïsona, Yakété et Yambété ont répété le même discours de manière de plus en plus musclée. Et le 4 janvier 2013, Ngaïsona a lancé un appel aux supporters contre ce qu'il a appelé lui-même les ennemis de la nation, qui sont ici simplement pour nous imposer la charia et causer beaucoup de troubles. Ils veulent utiliser l'islamisme pour détruire notre pays. Correction d'interprète, pour détruire le pays. Et dans les interviews qu'il donnait à la radio, Ngaïsona utilisait son influence justement pour convaincre les jeunes, pour gagner leur appui contre ces envahisseurs étrangers qui avaient commis des atrocités contre eux. Et il disait, je le cite, « La République centrafricaine ne doit pas être envahie par les étrangers. » Fin de citation. Du fait de l'influence qu'il avait sur les jeunes, Ngaïsona avait été désigné comme ministre pour la jeunesse en février 2013 sur le gouvernement Bozizé. Il a engagé Yambété, qui était celui avec qui il avait créé la COAC, et celui-ci était nommé chargé de mission. C'est dans cette capacité, comme ministre de la Jeunesse, que le 15 mars 2013, Ngaïsona a publiquement affirmé que les jeunes étaient prêts à se donner tout entier pour défendre leur pays. La semaine suivante, Yambété a adressé un message en son nom à la jeunesse, et je le cite. « Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture m'a chargé de venir te livrer ce message, de ne pas avoir peur. Reste tranquille là où tu es. Dès que le besoin se fait sentir, on te fera appel. » Ngaïsona s'est ainsi adressé à la jeunesse en des termes très directs, d'attendre et qu'il ferait appel. Les jeunes étaient tout prêts à se lancer dans l'action, voulaient se venger. Il était clair qu'ils allaient se déchaîner sur la population musulmane. Un témoin qui faisait partie de ce noyau dur et qui avait été un des libérateurs de Bozizé en 2003 a fait une comparaison avec les libérateurs et il a déclaré « Dieu sera mon témoin. Moi, j'ai pu prévoir tout ce qui allait se passer. Je l'avais vu quand je suis revenu d'exil. J'ai vu les actions des anti-Baleka et je leur ai dit « Écoutez, respectez le droit humanitaire parce que sinon, vous terminerez soit mort, soit en prison. » Fin de citation. Le fait que Ngaïsona avait accès si facilement à une force qui pouvait se mobiliser si facilement aussi, a fait qu'il était essentiel au mouvement anti-Balaka. D'ailleurs, il l'a expliqué lui-même et je le cite. « J'avais accepté d'être le porte-parole pour les anti-Balaka, le mouvement d'émancipation de la population, parce qu'il n'était pas suffisamment représenté. Et j'avais dit, mais pourquoi moi ? Et on m'avait répondu, parce que toi, tu es aux côtés de la jeunesse. » Je vais maintenant aborder la deuxième participation essentielle de Ngaïsona. Bien sûr, il était là pour rassembler les jeunes et les tenir, mais il a aussi été essentiel pour mettre sur pied une stratégie pour récupérer le pouvoir en RCA. Une fois que la Séléka avait saisi Bangui le 24 mars 2013, en forçant Bozizé à prendre l'exil, Ngaïsona l'a rejoint au Cameroun.
C'est au Cameroun que le plan commun stratégique est né. Le noyau dur dont nous avons parlé précédemment, où on retrouvait Bozizé, Ngaïsona et Yakete, ont commencé à organiser leur résistance. Ils ont organisé des réunions à Yaoundé et à Douala, auxquelles ont participé les membres du gouvernement précédent, de la garde présidentielle, mais aussi des membres des FACA. Ceux qui étaient là au départ ont gardé un rôle très important au niveau de la coordination nationale anti-Balaka par la suite. Il y a eu une réunion à l'hôtel Hilton en avril 2013. Et voici ce qu'un des témoins nous a expliqué. L'objectif de cette réunion était clair. Organiser les réponses aux exactions de la Seleka et voir comment faire revenir l'ordre constitutionnel en RCA, c'est-à-dire le retour de Bozizé au pouvoir. End of quote. Fin de citation. Pendant ces réunions, il était clair qu'un élément clé était de retrouver le pouvoir, mais aussi de faire fuir la Seleka et tous ceux qui les appuyaient, à savoir la population musulmane. En tous les cas, c'est comme ça que ceci était perçu. Tous les discours que Bozizé, Ngaïsona, Yakete et Yambete avaient déclarés à Bangui étaient répétés une fois de plus, avec les mêmes propos. Et un des témoins, d'ailleurs, l'a dit, et je le cite en français. Les anti-Balaka ont été recrutés et formés à Douala, puis il y a eu une réunion finale à Yaoundé. Le mot d'ordre final de Ngaïsona pendant cette réunion était qu'il fallait détruire tous les biens des musulmans et les tuer. End of quote. Et ainsi j'arrive, Mesdames, Messieurs les juges, à sa troisième implication principale, le fait qu'il a participé au renforcement des capacités des anti-Balaka, ce qui a permis de les transformer en une force de combat capable d'attaquer Bangui le 5 décembre 2013. C'est au Cameroun que le plan pour récupérer le pouvoir avait pris forme, mais aussi qu'il avait été élaboré plus avant et qu'il a été initié. C'est Ngaïsona qui avait donné des ordres aux membres de la FACA et de la garde présidentielle de Bozizé afin que ceux-ci se rendent sur la frontière à Garawa, Boulay, Bertoua et Bohong. Et c'est là qu'ils ont commencé les premières attaques à l'encontre des positions de la Seleka. Par la suite, Ngaïsona fera référence à ce groupe comme étant le premier groupe anti-Balaka. Lorsqu'il avait été interrogé par les autorités judiciaires, il a expliqué, et je le cite en français. Cette organisation, dénommée anti-Balaka, a vu le jour dans la localité de Bohong, dans la préfecture de Luampende, au courant de juin 2013, avant de se répandre dans tout le pays. End of quote. Donc nous avons là la première anti-Balaka et Ngaïsona était au cœur même de cette création, de cette formation. Donc non seulement Ngaïsona a transféré de l'argent à ses premiers anti-Balaka qui se trouvaient dans le groupe Bohong, mais c'est au départ du Cameroun qu'il a également financé tous ceux qui avaient participé aux autres plans pour envahir le reste de la RCA occidentale. Il a d'ailleurs expliqué aux autres, comme nous le dit un de ses témoins, les enquêteurs nous ont demandé si Ngaïsona nous avait aidés alors que nous étions à Gobéré. Oui, il nous a aidés à 3 reprises, il nous a donné de l'argent quand il était au Cameroun et que nous étions à Gabéré. Fin de citation. Le rôle essentiel de Ngaïsona dans ce mouvement s'est poursuivi. Au fur et à mesure que les plateformes au départ desquelles les membres pouvaient propager les messages du plan commun stratégique à la jeunesse, mais aussi au grand public et à la communauté internationale. Au mois d'août 2013, les membres de ce noyau dur,
bon, j'en ai déjà parlé, Bozizé, Ngaïsona et Yakete, ont fondé la FROCA. Le FROCA. Ce groupe demandait que le régime de la Séléka soit renversé par la force et que Bozizé revienne au pouvoir. Alors, on peut voir ici dans le calendrier des différents discours prononcés en public, on voit que le FROCA a promu, mais aussi disséminé tout ce programme anti-musulman, en invitant la population avec empressement pour qu'ils chassent ces islamistes et ces djihadistes. Et c'est vrai qu'il y avait un sentiment anti-musulman qui était très fort, et chaque fois on disait, vous savez, ils coopèrent avec les forces Séléka, et c'est tout à fait négatif pour le pays. C'était un discours alarmiste qui ne faisait que répéter ce que Ngaïsona, Bozizé et Yakete avaient dit précédemment, lorsqu'ils étaient par exemple déjà au Cameroun. Et le 9 octobre, le coordonnateur de la FROCA a été un pas plus loin. Il a accusé les civils musulmans de tous les crimes commis par la Séléka. Et je le cite, ceux qui sont musulmans, les musulmans, sont en fait associés aux forces du mal qui viennent des pays islamistes. Il faut les repousser, les refouler, les expulser. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mesdames, messieurs les juges. Au mois de septembre 2013, les anti-Balaka se sont lancés dans une première série d'attaques systématiques en RCA occidentale. Ces attaques, qui visaient non pas seulement la Séléka, mais aussi la population civile musulmane, étaient revendiquées par le FROCA. Il y avait bien sûr de plus en plus de violence de la Séléka contre la population. En novembre 2013, les coordonnateurs de la FROCA ont invité tout le monde à se lever et à expulser les islamistes de la RCA. La boucle était bouclée. Et dans les mots qui ont été utilisés par le FROCA, la Séléka, c'est l'islam, et donc tout musulman est membre de la Séléka. Madame, Messieurs les juges, ce discours qui était répété, qui était renforcé par Ngaïsona en personne, grâce à l'organisation qu'il représentait, et aussi parce que ses associés répétaient cela, tout cela avait un impact réel sur la jeunesse qui a réagi exactement comme on voulait. Ils ont mélangé les musulmans avec la Séléka. Et vous l'avez entendu, et vous continuerez à entendre d'ailleurs et à voir dans les vidéos que je vous ai montrées, que vous allez voir, et les autres citations, que les commandants des anti-Balaka disaient que tout musulman, même un bébé, même un enfant d'âge scolaire, était un Séléka, ou allait devenir un Séléka, et devenait dès lors une cible légitime d'attaque. La force de cet élan qui avait été suscité, puisqu'il a incité le public à agir en ralliant les jeunes et en les coordonnant, s'est retrouvé centralisé lors de la première attaque sur la capitale, en essayant de reprendre le pouvoir des mains de la Séléka. Et les groupes anti-Balaka de Bossangoa, de Buka, de Bouar, de Bossembele et de Zongo ont marché sur Bangui pour mener cette attaque du 5 décembre 2013 comme le FROCA l'avait demandé. C'est dans les premières heures du 5 décembre 2013 que des milliers d'éléments ont mené une attaque armée coordonnée sur Bangui. Et mes collègues, d'ailleurs, vous diront comment la chose s'est passée. Ils ont attaqué de différents points, de différents angles, avec de nombreux sites, avec différents commandants, et tous ces commandants se contactant par téléphone. C'est vrai qu'on a d'abord attaqué les positions Séléka, mais très vite, ils ont attaqué aussi la population civile musulmane. Ngaïsona était tout à fait au courant de cette attaque. Non seulement était-il en contact avec les anti-Balaka sur le terrain, le FROCA, qui disait que c'était le bras politique des
des anti-Balaka ait également assumé la responsabilité de cette attaque. Et alors que l'attaque était en cours, Froka, qui était donc créé à l'origine par Nguy Sona, a fait cette déclaration à la radio, et je la cite en français. Nous revendiquons aujourd'hui notre part auprès de vos jeunes frères et sœurs si eux sont en action. Donc, nous sommes ensemble et nous sommes la tête politique. En ce jour du 5 décembre, j'appelle tous les Centrafricains à se lever comme un seul homme pour botter hors de notre territoire la composante islamique étrangère, envahissante, criminogène, qui sévit, qui humilie. C'est l'objet de notre appel au soutien de l'action de libération de ce 5 décembre de nos jeunes sœurs et frères du Balaka. Your Honors, let me turn to Mesdames, Messieurs les juges, je vais maintenant aborder la dernière dimension de la contribution de Nguy Sona, à savoir le rôle qu'il a joué dans sa capacité officielle de coordonnateur général des anti-Balaka. Le rôle de leader et l'influence que Nguy Sona avait alors qu'il était en exil a été renforcé même dès qu'il est revenu à Bangui le 14 janvier 2014. Ce jour-là, tous les chefs anti-Balaka se sont retrouvés pour une réunion chez Nguy Sona à Boirabe, et c'est là qu'on l'a désigné officiellement le coordonnateur général. Il n'y a pas eu d'élection, pas de vote. Ce n'était pas nécessaire non plus. À l'extérieur, il y avait une grande foule dans la rue pour célébrer le retour de celui qui était appelé, je cite, le chef de Boirabe. Fin de citation. En revenant à Bangui, Nguy Sona a continué à donner des contributions essentielles au plan commun stratégique grâce à sa coordination des anti-Balaka. Il a d'abord donné à chacun d'entre eux ou au mouvement anti-Balaka une structure physique permanente. Il est devenu la voix et le visage public du mouvement, représentant leur intérêt et permettant également à ceux-ci de s'adresser à lui pour présenter leurs demandes. Et enfin, il s'est assuré la loyauté des anti-Balaka, mais en plus, il a consolidé la structure anti-Balaka en mettant sur pied toute une ligne d'autorité et pouvoir ainsi donner des ordres et des instructions aux éléments anti-Balaka qui étaient à Bangui, mais également dans les provinces. Commençons par le début. Nguy Sona a donné aux dirigeants une base physique permanente. C'était sa maison à Boirabe qui était devenue le quartier général du mouvement. Donc sa maison, qui était le siège de la coordination anti-Balaka, a permis d'atteindre de nombreux objectifs. D'abord, il y avait une base stable pour le mouvement anti-Balaka qui permettait d'organiser la stratégie, la coordination, donner des ordres, organiser des réunions, publier des communiqués de presse ou même diffuser des informations publiquement. Cela permettait également d'offrir un abri et une protection aux membres anti-Balaka et permettait la commission de ces crimes de ce fait-là. Cela a permis également de donner à l'autorité de Nguy Sona et son statut de leader un symbole physique, ce qui est expliqué par un témoin en français. Nguy Sona a même transformé une partie de sa résidence à Boirabe en prison, où des personnes que les anti-Balaka arrêtaient étaient détenues. Nguy Sona rendait la justice chez lui. Je pense que Nguy Sona voulait montrer par ses actions qu'il était un vrai leader. Il voulait se montrer charismatique et capable de donner des ordres. Prenons maintenant le deuxième aspect de cette contribution, à savoir être la voix et le visage public des anti-Balaka. À partir du moment où il avait été désigné coordonnateur général, Nguy Sona s'est très vite vu, et a été très vite vu aussi d'ailleurs, comme la voix et le visage public du mouvement tout entier. Ce que l'on voit d'ailleurs dans cette vidéo
Dans des réunions, Ngaïsona prenait la parole et il parlait, comme il le dit, et je cite, « au nom du mouvement anti-Balaka et en mon titre de coordonnateur du dit mouvement ». Fin de citation. Il parlait donc au nom des anti-Balaka quand il s'adressait à la presse, mais également aux autres représentants et aux autres dirigeants et aux siens. Donc un rôle un peu formalisé qui donnait au groupe un semblant de légitimité et une plateforme qui leur permettait de relayer leurs demandes au gouvernement de la RCA. Par exemple, en revenant à Bangui, Ngaïsona, qui représentait les anti-Balaka dans une réunion avec la présidente Catherine Samapanza, il a donné au gouvernement de transition une liste de demandes. Par exemple, une position spécifique pour lui, mais aussi pour les autres membres de la coordination anti-Balaka, afin que tout se retrouve au gouvernement. Des gouvernements qui, d'après le plan commun stratégique, devaient lui permettre de reprendre le pouvoir politique en RCA. La troisième contribution, cette fois, Ngaïsona a pu continuer à compter sur l'allégeance des jeunes. C'était un homme d'affaires riche et donc il s'occupait du bien-être et des besoins fondamentaux de ceux qui lui étaient loyaux, tels que le financement des frais de funérailles, des soins médicaux, d'autres besoins personnels. Et un des témoins, d'ailleurs, nous l'a expliqué. Citation. « Dès qu'il est devenu coordonnateur, en fait, je me suis rendue chez lui. Et peut-être que j'ai été 5 ou 6 fois. Parfois, j'y allais simplement pour recevoir de l'argent. À l'époque, je n'avais pas assez d'argent pour nourrir les miens et je lui demandais de m'aider. Mais j'allais aussi chez lui quand j'avais perdu quelque chose et j'allais chez lui alors, ou quand j'avais perdu quelqu'un de ma famille et j'allais chez lui pour avoir de l'argent pour organiser les funérailles. » Fin de citation. La générosité de Ngaïsona à cette cause, et même à un niveau personnel, a permis d'entretenir la loyauté de tous ces jeunes. Un des témoins a expliqué, et je le cite, « Ngaïsona donnait de l'argent aux chefs anti-Balaka afin d'appuyer les combattants qui n'avaient plus rien et qui venaient des provinces. Pour les chefs qui n'avaient pas de maison, Ngaïsona leur finançait une maison. Ce qui fait que les gens l'encourageaient comme coordonnateur anti-Balaka. En acceptant son argent, ils acceptaient également ses ordres. Prenons maintenant la dernière contribution, mais principale pour autant. Donc, c'était une figure de proue pour le mouvement. C'était aussi le porte-voix. Mais en plus, Ngaïsona était très actif et a pris beaucoup d'initiatives pour renforcer la structure anti-Balaka, voire même l'élaborer. Lui-même, il a mis sur pied, couché sur papier, d'ailleurs, et formalisé la position des Comzones et nommé les membres du comité de coordination nationale, y compris son adjoint. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, toutes ces lettres de nomination sont signées coordonnateur général. Ngaïsona a imposé des ordres et une structure sur des groupes qui autrement auraient été très diffus. Il a demandé à tous les chefs de se rendre à Bangui et il les a renvoyés chez eux dans leur municipalité avec un mandat, à savoir reproduire la même structure de coordination nationale à l'échelle locale. Il a aussi organisé l'émission des cartes d'identité, comme on le voit ici. Ainsi, dans tout le pays, des documents officiels d'identité des éléments anti-Balaka portaient sa signature et son cachet. Une structure formelle qui a ainsi garanti que tous les membres anti-Balaka savaient très clairement quelle était la ligne d'autorité avec Ngaïsona à sa tête. Et les troupes, d'ailleurs, l'interpellaient, par exemple, avec les termes suivants, « Notre coordonnateur, Votre Excellence ». Ainsi,
conforté par la structure et la hiérarchie, Nguyen Sona a vraiment communiqué ses ordres via cette filière d'autorité, cette ligne d'autorité, que ce soit sur le terrain, par écrit, via la presse, les communiqués de presse personnellement ou les membres de la coordination nationale. Il avait une portée excessivement large et le 10 février 2014, il a conforté ses contacts avec les chefs anti-Balaka dans chaque municipalité, dans chaque commune. Il avait des contacts téléphoniques très fréquents avec ceux qui étaient sur le terrain, avec les chefs sur le terrain, et souvent se rendait sur place pour rencontrer les dirigeants des groupes anti-Balaka provinciaux, ou bien il envoyait des membres de la coordination nationale en son nom. Il y avait ainsi des troupes anti-Balaka un peu partout en RCA occidentale, en ce compris Bangui. Et donc, Nguyen Sona a fini par avoir énormément de pouvoir sur toutes les personnes qui vivaient dans ces régions-là, surtout les ressortissants de Centrafrique. Il a pu prouver qu'il pouvait influencer la libre circulation des gens, des marchandises, de l'aide humanitaire essentielle qui arrivait dans le pays. Il pouvait en fait ériger des barrages routiers et causer le chaos. Et d'ailleurs, nous avons une explication qui nous vient d'un des informateurs intérieurs. Comme coordonnateur général des anti-Balaka, Nguyen Sona coordonnait toutes les initiatives du mouvement et toutes les actions. Si quelque chose n'allait pas bien, il se passait mal, il appelait les Comzones et leur donnait l'ordre d'ériger des barrages routiers. Et dès qu'il disait quelque chose, il fallait absolument exécuter. Il m'a donné énormément d'ordres pour justement ériger des barrages routiers et pour créer le chaos. Nguyen Sona était donc à la tête de tout le mouvement et c'est lui qui décidait en définitive toutes les activités des anti-Balaka et signait des ordres de mission pour ce qui se passait sur le terrain. Et comme on nous l'a dit, il ne pouvait y avoir une opération significative sans pour autant que Nguyen Sona soit au courant et l'accepte. À la fin 2014, Nguyen Sona a convoqué tous ses commandants de zone à une réunion chez lui à Boïrapé. Il parlait à ce moment-là de la prise de l'aéroport et de la radio et il a dit « Nous allons organiser une réaction à très grande échelle. Je donnerai l'ordre quand le moment d'agir sera venu. » Fin de citation. Nguyen Sona s'attendait à ce que tous ceux qui étaient engagés dans le combat respectent ses ordres et se soumettent à son autorité. Son influence était telle qu'il pouvait donner l'ordre d'arrêter immédiatement les hostilités à son bon vouloir. Par exemple, en avril 2014, afin d'éviter qu'il soit arrêté, et c'était imminent, Nguyen Sona a donné un ordre. Et dans la déclaration qui accompagnait l'ordre, il disait, et je le cite en français, « sont un seul et même mouvement qui est réparti sur toute l'étendue du territoire. Quand je donne l'ordre à ces enfants, je pense que c'est immédiatement suivi des faits. » D'ailleurs, un anti-Balaka nous a dit qu'après cet ordre, tout le monde a écouté. Après cet ordre, les choses ont changé. En effet, les gens écoutaient et on a commencé à ralentir les vols et les pillages. Tous ces éléments de preuve nous montrent que Nguyen Sona pouvait et a réellement influencé la conduite de ceux qui étaient au combat. Et on vient d'entendre d'ailleurs comment les ordres exécutifs d'arrêter les hostilités étaient suivis. Je vais maintenant parler de la connaissance et de l'intention de Nguyen Sona. Je vais vous montrer qu'il savait quel était son rôle et l'influence essentielle qu'il avait sur les anti-Balaka. Il connaissait également la colère et la haine qui allaient déclencher l'action. Il savait également que la commission de ces crimes était une certitude virtuelle, mais que de plus, c'était déjà en train de se passer. Et malgré toutes ces connaissances, Nguyen Sona n'a jamais rien fait pour influencer les anti-Balaka et qu'ils arrêtent ou allègent les crimes qu'ils commettaient contre la population civile musulmane.
Donc Nguy Sona savait, mais était même très très fier de l'influence qu'il avait sur la jeunesse. Il savait qu'il pourrait leur dire d'attendre, de se lever ou de se calmer et qu'ils obéissaient dans l'instant. Et je reprends ses propres paroles en avril 2014 et je le cite en français. Je donne l'ordre à ses enfants, je pense immédiatement, ça suffit. Nguy Sona savait également que non seulement il avait cette influence sur les jeunes, mais que cela s'étendait à tous les anti-Balaka. Les anti-Balaka, c'était la jeunesse. Et la coordination nationale le reconnaissait d'ailleurs. Et encore une fois, dans sa propre bouche, les anti-Balaka étaient, et je cite, « d'autodéfense uniquement composés de jeunes centrafricains exaspérés des exactions commises par la coalition Seleka. » Donc non seulement Nguy Sona savait que les jeunes étaient exaspérés, qu'ils étaient en colère, et comme je l'ai déjà expliqué, entre autres par ses propres discours et ses communiqués de presse, Nguy Sona a alimenté cette colère. Et à partir de décembre 2012, il a incité les jeunes chrétiens à tenir des propos détestant les musulmans, des propos anti-musulmans. Et le fait que cette colère allait déclencher les attaques contre les musulmans était quelque chose qu'Nguy Sona avait reconnu de manière explicite. En février 2014, le conseiller politique du groupe avait été interrogé chez Nguy Sona dans sa maison. Et d'ailleurs, au nom de Nguy Sona, il a déclaré « Nous n'avions pas l'intention de tuer les musulmans. » Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de musulmans qui, dans le pays, appuyaient les rebelles de la Seleka. Ils étaient contre nous. Et cela mettait les anti-Balaka en colère, ainsi que la majorité de la population chrétienne du pays. Et c'est ça, les attaques, finalement, contre les musulmans. C'est ce qui les a déclenchés. Donc Nguy Sona savait que la mise en œuvre du plan commun stratégique et sa contribution à la formation, à l'organisation et à l'utilisation des groupes anti-Balaka allait aboutir à des combats contre la population musulmane et des combats violents. En effet, le plan se fondait sur la mobilisation des groupes anti-Balaka parce qu'ils avaient un désir de revanche. Elle était connue, mais de surcroît, elle était essentielle. Et d'ailleurs, les crimes qui avaient été commis, une fois que ceux-ci étaient libres de faire ce qu'ils voulaient contre la population civile musulmane en RCA, étaient quelque chose qui était prévisible et qui était devenu également inévitable. Excusez-moi de vous interrompre. Juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, nous allons terminer à 16h37 et qu'il vous reste 10 minutes. Essayez de vous organiser. En même temps, je voudrais demander à Madame la greffière de me faire le calcul et de me dire à peu près combien d'heures il reste pour le bureau du procureur, juste pour savoir et puis prévenir le bureau du procureur. Merci. Vous pouvez poursuivre, Madame la procureure. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Et donc, comme je le disais, non seulement Nguy Sona savait que les anti-Balaka allaient commettre des crimes, mais de plus, d'après les éléments de preuve, il avait une connaissance réelle des crimes qui étaient en train d'être commis. Il le savait avant, mais même pendant ou après, une fois qu'il avait été désigné coordonnateur général en janvier 2014. Une connaissance qu'il avait pu acquérir grâce aux membres anti-Balaka, mais aussi par les personnes nationales et internationales et la presse qui s'entretenaient avec lui. Alors qu'il était au Cameroun, il a reçu des informations directes sur ce qui se passait sur le terrain, et ce, grâce à des personnalités anti-Balaka. Voici d'ailleurs comment un des témoins a décrit la fin de 2013. Il est difficile de se rappeler une attaque bien spécifique. Parfois, il y avait 4 ou 5 attaques par jour. Mais nous savions fort bien ce qui se passait.
il y avait toujours un anti-Balaka qui allait donner des ordres sur une attaque et Ngai Sona était aussi au courant de ces attaques. Ngai Sona et cet anti-Balaka seraient en contact l'un avec l'autre de manière constante et permanente. Moi-même, j'ai vu ce genre de rapport remonter vers Ngai Sona. En revenant à Bangui, il y avait suffisamment de preuves que des crimes avaient été commis. Ça sautait aux yeux et un des témoins a décrit en français. Où vivait Ngai Sona, les musulmans ont été massacrés. Cette tuerie ne pouvait pas se faire sans le consentement des chefs anti-Balaka tels que Ngai Sona et d'autres. With the formalization of the national coordination Une fois que la structure de la coordination nationale était officialisée et ainsi l'autorité de Ngai Sona garantie, les lignes de communication n'ont fait que se renforcer. Et aujourd'hui et demain, enfin plutôt demain, vous entendrez justement les crimes spécifiques qui ont été commis un peu partout en RCA. Ces crimes furent commis sous l'autorité d'anti-Balaka locaux qui gardent un contact régulier avec la coordination nationale à Bangui, contact par téléphone ou parce qu'une personne se rendait à des réunions. Ce sont des crimes qui ont été commis là où il y avait des missions de coordination nationale. Et les délégations étaient là pour rendre compte à Ngai Sona. Ngai Sona connaissait les crimes qui sont incriminés et les lieux où ceux-ci étaient commis. Et tout cela est très détaillé dans le document contenant les charges et sera expliqué par le détail par mes collègues. Ensuite, après avoir été désigné coordonnateur national anti-Balaka, Ngai Sona devenait l'autorité vers qui, à la fois, les gardiens de la paix, les journalistes et les ONG s'adressaient pour l'informer des crimes commis. En février 2014, par exemple, une organisation de presse a fait un rapport sur le lynchage de musulmans par les anti-Balaka. Et quand Ngai Sona a été informé, le journaliste nous dit qu'il était très vague. Et quand on lui a demandé s'ils avaient l'intention d'arrêter cette mise à mort des musulmans, il n'y avait pas de réponse. Madame le juge, messieurs les juges, en fait, il avait la connaissance que ces crimes étaient commis et cela ne peut être contesté. En fait, la coordination nationale elle-même a des documents qui le prouvent. Et on voit ici qu'entre janvier 2014 et juin 2014, Ngai Sona a signé ou autorisé des communiqués de presse qui reconnaissaient publiquement les exactions et les abus qui étaient commis dans le pays tout entier. Ces communiqués de presse reconnaissent que les dérapages sont constatés dans les rangs des anti-Balaka ou que des crimes sont commis par certains éléments anti-Balaka ou encore que des comportements contre-productifs sont encore relevés dans les rangs des anti-Balaka. Mais ces crimes étaient banalisés. On disait « Oh, c'est des erreurs ». Des comportements qui ne servent pas nos intérêts ou des incidents isolés. Quand on présentait ces éléments de preuve indéniables de crimes contre les musulmans, Ngai Sona niait leur existence. Par exemple, dans cette interview à la radio en avril 2014. Et dans laquelle Ngai Sona a déclaré, donc c'était le 2 avril 2014, grande a été ma surprise, Radio Nationale, l'accusation portée contre les anti-Balaka. Je dis non, non et non. When not denying the occurrence of crimes, quand il ne niait pas la commission de ces crimes, Ngai Sona disait que ceci était commis par des faux anti-Balaka. La seule chose qui les distinguait, c'était la commission des crimes. Le nom des anti-Balaka ne pouvait certes pas être terni par ces faux anti-Balaka qui s'infiltraient dans leur rang. Mais nous savions tous que ce n'était pas simplement des erreurs. Et Ngai Sona le savait aussi.
Il savait que ces crimes étaient très graves. Et d'ailleurs, un des témoins nous le rappelle. Il avait dit à Nguy Sona, attention, peut-être qu'un jour, nous serons poursuivis par la Cour pénale internationale. Il était au courant. Il avait la connaissance de la commission de ces crimes. Et Nguy Sona avait la capacité à intervenir, mais il n'est pas intervenu. Il utilisait son influence que quand ça lui convenait. Il a induit le public en erreur, ainsi que la communauté internationale. Et c'est avec son assentiment tacite qu'il a encouragé que ces atrocités soient commises contre les musulmans à grande échelle. Il avait la connaissance que ces crimes attireraient l'attention de la Cour. Et d'ailleurs, en avril, au mois d'août 2014, comme on peut voir dans ce document-ci, il a exercé tout le pouvoir qu'il avait pour remplacer son coordonnateur national adjoint, parce qu'il n'avait pas respecté la hiérarchie interne. Mais tous ceux qui commettaient des crimes, par contre, des crimes contre les musulmans, savaient qu'ils pouvaient agir en toute impunité. Et donc, il aurait pu intervenir pour protéger les musulmans. Quand il le faisait dans quelques cas isolés, il a malgré tout, d'un autre côté, laissé des millions de musulmans soumis à l'expulsion, à la réduction en esclavage, à la faim, à la mort et aux mains des anti-Balaka pendant des mois et des mois et des mois. Et plutôt que d'intervenir pour arrêter la commission de ces crimes, il a décrit les anti-Balaka comme étant des héros nationaux en public et même aux anti-Balaka eux-mêmes, lesquels d'ailleurs il avait baptisés de les enfants, qui l'admiraient et qui attendaient toujours qu'il s'adresse à lui. Nguy Sona disait toujours que les chrétiens souffraient et se sacrifiaient. Il a justifié les actions des anti-Balaka en disant « Vous êtes là pour rendre l'espoir à la population centrafricaine ». Et dans sa bouche, on peut entendre la déclaration suivante. Les jeunes centrafricains se sont levés et ont sacrifié leur vie pour la cause du peuple. Ils ont payé le prix de la libération de notre pays des griffes des sanguinaires des Séléka. En conclusion, Madame, Messieurs les juges, le fait que Nguy Sona a renforcé les groupes anti-Balaka a été une catastrophe pour les musulmans centrafricains. Les conséquences de son manque de réaction et de prendre des mesures ont été tout aussi graves. Le fait qu'il a refusé de reconnaître les crimes et sa défense de l'héroïsme anti-Balaka n'a fait que encourager ces écarts de conduite des anti-Balaka, alors que Nguy Sona avait le pouvoir d'arrêter tout cela. Mesdames, Messieurs les juges, c'est ainsi la fin de ce que je voulais vous présenter ce soir sur la responsabilité criminelle individuelle de M. Nguy Sona. Et je crois que je suis arrivée juste dans le temps qui m'était imparti. Il est 16h37 et c'est exactement ce que j'avais dit. Alors, maintenant, par rapport au calcul effectué par Madame la greffière, j'ai évidemment ajouté les 10 minutes dont j'avais parlé. Et maintenant, je constate que le bureau du procureur a utilisé 2 heures et 9 minutes. Ce qui fait qu'il lui reste 3 heures et 51 minutes. Nous allons donc reprendre ça demain. Pour l'instant, je vais suspendre l'audience, mais avant cela, je voudrais remercier tous les participants et toutes les parties. Je voudrais remercier le public pour son assistance aussi. Je voudrais remercier les interprètes pour leur assiduité, les sténotypistes et les officiers de sécurité. Je vais donc suspendre l'audience et la renvoyer à demain à 9h30, ici dans cette même salle. Madame la greffière, votre office. All rise, veuillez vous lever.